Vous savez, il n'y a pas d'âge pour rêver. Luc Langevin a cru en ses rêves et ça t'a rapporté. Donc, on va parler de ça avec toi. Depuis quand veux-tu être magicien? Ça a commencé très, très jeune, à l'âge de 6-7 ans. En fait, la première fois que j'ai vu un magicien, tout de suite, ça a piqué ma curiosité. Puis, peut-être 2 semaines après, j'ai dit à mes parents, moi, plus tard, je vais être magicien. Puis, j'ai jamais vraiment décroché. Comment tes parents ont réagi à ça quand un enfant dit « je vais être magicien » ? Ben, tu sais, au début, ils trouvaient ça cute, comme n'importe quel enfant qui dit je vais être pompier ou je vais être policier. Mais quand je continue à avoir le même discours à l'âge de 12, 13, 14 ans, là, on a commencé à avoir des discussions plus sérieuses sur le sujet. Mais tu avais quand même une carrière en sciences qui était bien amorcée. Oui, bien, j'avais des bonnes notes en sciences. Puis c'est peut-être ça qui frustrait le plus mes parents, d'avoir des bonnes notes en sciences, mais de vouloir avoir une vie d'artiste. T'aurais pu être quelqu'un. Oui, c'est ça. C'est ça! C'est ça qu'il me disait. Puis, mais à un moment donné, la magie a commencé à débloquer. Puis là, ben, heureusement, j'ai pu faire la part des choses. Parce que, en fait, mes parents avaient peur que je puisse pas gagner assez d'argent avec la magie, alors que en sciences, je pouvais être ingénieur, avoir un diplôme, tout ça. Puis j'ai continué mes études. Je me suis rendu jusqu'au doctorat en faisant la magie en parallèle. Un doctorat en quoi, donc? En biophotonique, qui est l'étude de la vie par la lumière. Il n'y a pas grand monde qui savent ce que c'est, juste ceux qui travaillent là-dedans, finalement. Mais ça m'a beaucoup inspiré pour faire des tours, ça, d'ailleurs. Puis ma science ça imprègne ma magie. Maintenant, c'est ma signature comme magicien. Donc, c'est vraiment pas perdu. Là. Mais est-ce que tu te rappelles la journée où tu as décidé de dire « OK, c'est fini pour moi les sciences et là, vraiment, j'entre dans le monde de la magie », ça doit prendre un courage incroyable? Bien, en fait, depuis longtemps, j'avais le discours avec mon père. Je disais, moi, si un jour j'ai l'occasion de vivre la magie, c'est certain que je quitte la science. Et là, ça le fâchait. Je me rappelle un souper où ça avait brassé pas mal à ce sujet-là. Lui, il me disait, voyons, tu vas avoir un diplôme comme ingénieur, puis tu vas préférer être mendiant dans la rue. Parce que pour lui, être magicien, c'est être mendiant dans la rue. Il n'y a pas de tort non plus, non, parce qu'on en voit beaucoup aussi dans la rue qui font des petits tours. Oui, c'est ça. T'imagines pas qu'ils peuvent gagner leur vie avec ça. Ben non, mais moi, je me disais, moi, j'aime mieux gagner moins puis être heureux plutôt que... Puis moi, ce que je leur disais, c'est que je fais ça tous les jours, je pense rien qu'à ça, je fais tout le temps ça. Si moi, je deviens pas magicien, qui devient magicien? Ça se peut pas. Il n'y a pas personne qui en fait plus que moi, ça se peut pas. Donc, c'est ça que je leur disais. Puis, mais en même temps, j'essayais de percer. Moi, à l'adolescence, à 20 ans, je m'étais fait un site web pour qu'un producteur tombe dessus puis me prenne sous son aile. J'avais vraiment calculé mes affaires. Je passais des auditions, tout ça. Il n'y a pas grand-chose qui marchait, donc je voyais que c'était pas facile. Puis de l'autre côté, je voyais qu'à l'école, bien, ça marchait bien, j'avais des bonnes notes, mais le jour où j'ai eu l'opportunité de quitter ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Ça a été difficile de quitter la science parce que je m'étais investi là-dedans aussi, mais la magie me rend tellement heureux que c'est pas un choix que je regrette. Ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est quand même l'approbation de tes parents semblait importante pour toi. Oui, c'est certain, parce que tes parents, je veux dire, c'est des gens qui partagent tes premières années de ta vie pendant longtemps. Puis mes parents, ils ont beaucoup de jugement. Je leur accorde beaucoup de sagesse. Souvent, quand ils me disaient « Luc, fais pas ça, tu vas te blesser », là, je le faisais, je me blessais, je me disais, il avait raison. Là, ils me disaient « Luc, deviens pas magicien, tu vas crever de faim ». Fait que j'étais tiraillé un peu, mais en même temps, je comprends leur génération. Ils cherchaient beaucoup la stabilité, le fonds de pension, tout ça. C'est un peu plus cow-boy d'avoir une vie de pigiste, mais maintenant, je suis très heureux là-dedans. Je regrette pas mes choix. Puis ils m'épaulent maintenant. Maintenant, ils sont très heureux pour moi. Puis maintenant, Comment ça se manifeste? Est-ce que ton père est ton plus grand fan? Oui, mais mes parents écoutent pas mal toutes mes émissions, viennent voir toutes mes prestations. Ça arrive souvent, ça. C'est drôle parce que mon père fait ma comptabilité, donc il voit que je gagne très bien ma vie. Donc, il est pas frustré. Donc, ils ont changé de discours. C'est ça, exactement. C'est vraiment... les rêves, vous en avez... Luc est un heureux mélange entre Einstein et Harry Potter. Et j'ai goûté à ta médecine. Je suis allé faire ton émission comme par magie. Et ce qui est vraiment intriguant, c'est qu'on est là, à côté de toi, puis on observe tout, on essaye de tout voir. Et on va regarder un extrait parce que j'en suis pas encore revenu. Et c'est aujourd'hui que tu vas m'expliquer comment tu as fait ça. Et maintenant, au compte de 3, Joël, je vais te demander de retirer ta main tranquillement. T'es prêt? Oui. Au compte de 3. 1, 2, Je suis concentré. 3. Alors, Tu peux laisser couler l'eau qui est dans ta main par terre, si tu veux. ouais.
ce qui est étrange, là, c'est qu'on on comprend pas et on est tout prêt. Puis là, ensuite, tu mets des cure-dents là-dedans, tu vas le faire, là. C'est incroyable comment ça se passe. C'est que ton cerveau comprenait Non, pas. le cerveau comprend pas. Puis en même temps, je voulais pas que ton... J'y allais doucement parce que j'avais peur que ça marche pas. Je dis, pauvre gars, il pense que ça va marcher. Je vais aller doucement. Ils vont pouvoir faire du montage. Mais non, ça marche. Regarde ça avec le truc. Voyons. C'est fascinant. Comme dirait Charles Tisser. C'est fascinant. L'émission Comme par magie, c'est ça qui t'a mis sur la map, comme on dit. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Écoute, ça faisait quelques années que j'essayais de percer dans le monde de la magie puis qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Puis un jour, il y a un homme qui s'appelle Claude Veillet, qui est mon agent aujourd'hui, mon producteur, qui est propriétaire d'une maison de production qui s'appelle Téléfiction. Ceux qui ont fait Cornemuse, qui font Toc Toc Toc, 1, 2, 3 géants. Et il a eu l'idée de faire une série sur la magie où un magicien se promènerait dans les rues, ferait des tours aux passants. Donc là, il y avait besoin d'un magicien. Donc, il est parti à la recherche d'une panoplie de magiciens à passer en audition. Il en a pris 25. Dans leur recherche, ils sont tombés sur mon site, ils m'ont convoqué. Donc, moi, un jour, je reçois un courriel, on me convoque pour une audition, puis là, je me dis, oh, ça, c'est la chance que j'attendais. Et là, t'es fou, là, tu dois être content. Oui, oui, mais je me dis, là, ça, si je rate ça, je l'aurai jamais, parce que c'est la chance que j'attendais. Je deviendrais du jour au lendemain la vedette d'une série télé. Donc, je me rappelle, la veille de l'audition, j'étais allé voir ma mère, puis j'avais demandé, maman, tu trouves-tu que je suis un bon magicien? Puis c'est le genre de conversation que j'avais jamais avec mes parents. Puis là, ça la surprenait comme question, et elle m'avait dit, oui. Fait que j'étais, même ma propre, j'étais découragé. Donc, je suis allé à l'audition pareil, un peu la queue entre les jambes. Puis, dans la salle d'attente, je voyais les autres magiciens qui étaient des gens qui m'avaient appris des affaires, des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'étais le plus jeune, en fait. J'étais un étudiant encore à l'époque. Donc, j'étais encore plus découragé. Mais quand j'ai fait mon audition, Claude Veillet, qui est le producteur, regardait mon CV. Il voyait tout le background scientifique. J'étais en train de faire ma maîtrise et ça le surprenait beaucoup. Il m'a demandé pourquoi tu veux devenir magicien avec toutes ces études-là que tu fais. Puis j'ai expliqué, bien, moi, c'est mon rêve d'être magicien. Les études, c'est en attendant. Je rêve de devenir un des plus grands magiciens au monde. Puis j'aimerais beaucoup ça que vous m'aidiez à le faire. Puis ça, j'ai vu l'étincelle dans ses yeux, puis je pense que ça a fait une différence. Ils m'ont sélectionné, puis c'est comme ça que ça a parti. Wow. Est-ce que c'est toi qui penses à tous tes trucs? J'ai une équipe maintenant. En fait, dans les premières saisons de Comme par magie, j'ai acheté beaucoup de tours à d'autres magiciens. Parce qu'il y a un marché de la magie. Il y a des gens qui créent des tours et mettent ça en vente. Il y a des magiciens qui achètent ça. Donc, un salon du magicien, genre, puis oui? Bien, tu ris, mais oui, écoute, il y a des boutiques, des conférences, des congrès, des symposiums de magie, où là, c'est drôle à voir. Tous les créateurs de tours, ils ont tous leurs kiosques, il y a plein de foulards de cartes, il y a plein de gogos, puis tu circules. Ah, ça fait quoi? OK, ça, je vais en prendre 2. Puis c'est comme aller au marché, mais c'est un peu comme dans Harry Potter, finalement. Ça ressemble à ça. Donc, moi, au total, à la télé, j'ai fait au-dessus de 400 tours. Donc, c'est sûr, j'ai pas pu créer tout ça. Juste de les apprendre, c'est déjà, tu t'enseignes quelque chose. Oui. Là. Juste d'apprendre les tours, c'est déjà difficile. Donc, j'ai acheté beaucoup de tours. J'ai acheté peut-être 80 des tours que j'ai fait dans les saisons de Comme par magie régulières. J'ai créé l'autre 20 Puis souvent, les tours que j'achetais, je les adaptais aussi. Je mettais mon côté scientifique. Mais désormais, depuis les 2 dernières années, à peu près tous les tours que je fais, je les crée avec mon équipe. J'ai une équipe de création, un autre magicien avec moi qui s'appelle Stéphane Bourgoin, un génie de la magie au Québec qui m'aide à justement créer des tours uniques, pas d'autres magiciens qui font, pour avoir des émissions vraiment uniques en leur genre. Là. Comme le tour qu'on va voir à l'instant, Houdini. OK, on va regarder un extrait de ça. Ah boy. C'est probablement le tour le plus dangereux que j'ai fait. C'est vrai? Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, tu es vraiment dans l'eau. Oui, je retiens mon souffle à ce moment-là. Là, oui. Puis je suis menotté. Et là, mes techniciens sont en train de cadenasser le bidon de lait. C'est un hommage à Houdini. Houdini faisait ce genre de numéro-là. Et Houdini est décédé d'un coup de poing qu'il a reçu à Montréal. Donc, je suis sur les lieux où il a reçu son coup de poing. Et je refais cette illusion-là à ma manière. Houdini, lui, levait un rideau devant le bidon pour pas montrer comment il s'évadait. Nous, on n'a pas mis de rideau, donc plus tard dans le tour, on voit ma main qui sort et qui commence à défaire les cadenas. Claudette est en transe. On n'aime pas faudrait que tu sortes. Non, je fais pas souvent ce genre de numéro-là, mais là, c'était pour rendre hommage à Houdini. Donc, et ce tour-là, tu l'as vendu? Oui, bien, je trouve ça drôle. J'ai écrit ça sur les réseaux sociaux. Je l'ai vendu récemment, ça fait à peine une semaine. Il y a un magicien de Las Vegas qui a
qui a vu ça, qui a décidé de l'acheter. Donc, c'est le seul tour que j'ai vendu à un autre magicien. C'était pas quelque chose que j'aimais faire, mais comme c'est un tour dangereux que je pensais pas refaire, j'ai décidé de le vendre. Donc, Il va se voilà. noyer, lui, là? Ben, il se noiera, c'est son non, Non, ben, mais il ça faut doit qu'il venir prenne avec des une feuille précautions. d'instruction. J'ai comme. l'impression Oui, que- oui, évidemment, mais c'est un tour qui est dangereux, mais il y a des précautions. C'est des risques calculés. Oui. Évidemment, il doit savoir ce qu'il fait s'il l'a acheté, parce que c'est un bon montant aussi. Là, donc, d'habitude, dans ce milieu-là, c'est... Mais est-ce que tu avais un code, par exemple, pour ce numéro-là? Dire, là, si je cogne 3 coups, venez m'ouvrir. Là. C'était exactement ça le code. En fait, si je cognais 3 coups sur la canette. Hey, Mais- mais associé à toi. Tu vas en faire de l'argent avec des. Mais le pire, c'est que même si je cognais 3 coups, c'est pour ça que je dis que c'était le plus dangereux, le temps qui défasse je les sais. cadenas, Oui. c'est... Fais plus ça, parce que, là. puis c'est vraiment un feeling là, d'être en dessous, là, puis là, t'as le niveau d'eau qui monte, et là, t'entends les cadenas qui se ferment. C'est un feeling, là, faut pas être claustrophobe, t'es pris Non. comme ça, Non, là. non. Ta mère. Là, Claudette, ici, ben c'est ça. Claudette réagit. Alors, j'imagine ta mère. Et Oui. Claudette pensait à ta mère. Elle n'a pas voulu assister à cette Ah, je performance-là. comprends. Elle m'a demandé de ma blonde et ma mère ont voulu que je l'appelle une fois pour leur dire que ça s'était bien passé, tout ça. Mais moi-même, quand je regarde la performance, je suis tendu, puis je Ouais. revis ce moment-là. Les gens se disent, oui, mais il y a des trucs. Pas tant Oui, il y a que des ça. trucs, mais il y a toujours une portion de danger pareil. Je retiens mon souffle quand même. Si je prends mal ma pof en rentrant, ça peut être fatal. Donc, mais ça donne des beaux moments de Je télé quand comprends. même. Je comprends. Tu as rencontré plein de magiciens pour faire un documentaire qu'on va voir en Oui. décembre à Radio-Canada. Oui, un documentaire qui s'appelle Maître de l'illusion. On est allé à Londres, à Paris, à New York pour ce documentaire-là où j'ai rencontré des grands magiciens de ce monde. Non seulement des magiciens qui, comme moi, ont une carrière soit à la télé. D'ailleurs, c'est drôle, il y a un gars à Londres, c'est carrément mon homologue C'est vrai? européen. Il me ressemble, il a 30 ans, a été découvert avec une émission de magie de rue, même affaire que moi, sauf qu'il est british. Il s'appelle Dynamo. Donc, je l'ai rencontré, j'ai un échange avec lui pour voir comment on vit ça. Et je rencontre également les gens des équipes de ces magiciens-là. Donc, les gens qui créent les tours et on échange avec eux parce qu'il y a des gens qui font des choses vraiment très controversées dans le monde de la magie qui, par exemple, ils vont hypnotiser des gens et voir s'ils sont capables de pousser cette personne-là à commettre un meurtre ou à s'avouer coupable d'un crime qu'ils n'ont pas fait. Donc, c'est une grande discussion sur la magie moderne, finalement, parce que la magie, c'est plus le magicien dans le chapeau, Non. c'est plus la femme scie en deux. Maintenant, avec va la loin. société, ça a changé beaucoup. Donc, c'est un documentaire qui montre tout ce que c'est aujourd'hui la magie. C'est très intéressant. Et là, tu es passé de la télé à la scène. Oui. Quelle était ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'était de ne pas être capable de recréer ce qui a fait mon succès à la télé. Ah oui. Parce qu'à la télé, il y a une proximité. Tu le sais, je t'ai fait un tour avec une Oui. bouteille d'eau, avec ton téléphone cellulaire. C'est très proche. Il y a une interaction. Tu dis une niaiserie, je réponds. C'est des choses comme... Puis t'en dis beaucoup, des niaiseries. Ah, bravo. Oh, Claudette, arrête, c'est pas si drôle. Elle a un nouveau chouchou, là, c'est Luc Langevin. Tout ce qu'il dit, c'est drôle. Et donc, la scène, c'est différent parce que c'est une foule et donc c'est des accessoires plus gros. Et puis on n'est plus dans l'intimité avec des Oui. cure-dents et des bouteilles d'eau. Donc, c'était ça ma crainte. J'avais peur de ne pas pouvoir aller chercher ce que les gens avaient aimé dans la série. Mais j'ai un bon metteur en scène qui s'appelle Sylvain Auclair, pour qui c'était la première mise en scène Ah ouais. d'ailleurs, et qui a très bien compris ce qui avait fait le succès des émissions et qui a transposé ça dans le spectacle. Et les salles sont combles, c'est ovation debout à chaque soir. Donc, je suis vraiment Ah ouais, étonné. avant même de commencer, il y avait 57 000 billets vendus. Ouais, C'est avant un la succès. première, oui. Donc, ça doit te soulager parce que tu produis le spectacle aussi. Oui, je coproduis avec Claude, qui est mon agent, tout ça. Ouais. Donc, j'ai investi tout l'argent que j'ai gagné avec les émissions. J'ai tout investi ça là-dedans parce que je croyais en mon rêve. Puis aujourd'hui, je le regrette pas parce que le spectacle va bien, tout ça. Puis je trouvais ça important de m'investir aussi Je comprends. financièrement là-dedans, d'être complètement investi dans le projet. Puis Et tu voulais être le plus grand magicien du monde. Est-ce que tu as l'impression que tu y arrives tranquillement, pas vite? bien, à chaque jour qui passe, j'ai l'impression que je suis un peu plus près de mon rêve d'enfance. Et à l'époque, être le plus grand magicien au monde, j'ai dit ça pour la première fois quand j'avais 8-9 ans, Oui. peut-être. Puis c'est un discours que j'ai gardé jusqu'à 20-24 ans. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive de dire je rêve de devenir le plus grand magicien au monde. Mais de plus en plus, je me dis que c'est peut-être pas important d'être le meilleur au monde. Je Oui. pense pour un artiste, parce que, par exemple, tu sais, on se dit qui est le meilleur chanteur au Non. monde? Ouais, non. Tu sais, vrai. dans le milieu artistique, ça dépend des Mais goûts. c'est Donc, de je me toujours dis- avoir une progression Oui. dans ta carrière. Mais moi, en fait, je pense que je veux c'est avoir une signature, être un magicien Ouais. unique. Exact. C'est ce que je recherche. Ben ça, Ben, ça oui, fonctionne d'après bien, moi, là. c'est pas mal accompli. Ouais, moi, je dirais Tu peux que arrêter ça, là.